Chers amis téléspectateurs de TVL, bonjour et bienvenue dans Passé Présent, votre émission historique présentée en partenariat avec la revue d'histoire européenne. Il se posait en Nouvelle-Alexandre et il finit face contre terre. Lui, le puissant, le richissime duc de Bourgogne, devant qui les ambassadeurs s'inclinaient en lui donnant du grand-duc d'Occident, fut retrouvé 2 jours après sa mort, survenu le 5 janvier 1477, nu et défiguré. Ainsi trépassa Charles le Téméraire à la bataille de Nancy. Une journée avait suffi pour réduire à néant 10 ans de règne. Charles de Bourgogne a laissé dans l'histoire un souvenir contrasté, à la fois sportif et lettré, d'un caractère emporté, quoique raffiné dans ses manières, un prince passionné par la guerre, mais qui la concevait comme un tournoi, ce qui causa sa perte et celle de son duché. L'année précédente, son projet d'une grande Bourgogne, allant de la mer du Nord à l'Italie, s'était déjà fracassé contre les redoutables carrés suisses à Granson et à Morat. Il n'avait visiblement pas retenu la leçon, ce que va nous expliquer notre invité. Laurent Chang, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, écrivain, vous avez fondé les éditions Le Polémarque, spécialisées dans la littérature militaire, et vous tenez depuis plus de 10 ans la rubrique Chants de bataille de notre confrère et ami Élément, et vous avez publié entre autres un remarqué von Rundstedt, paru en 2020 chez Perrin, oui. Et sujet donc de notre émission aujourd'hui, un opuscule sur Charles le Téméraire, paru en 2022 chez Infolio. Alors, avant de rentrer vraiment dans la vie de Charles le Téméraire, je voudrais fixer un peu le contexte géopolitique, si on peut dire, de l'époque. Que représente, à la naissance de Charles, en 1433, la maison de Bourgogne, le duché de Bourgogne? À cette époque, en 1433, la Bourgogne, c'est d'ores et déjà un État qui s'est affranchi du royaume de France. Le vasselage est derrière le duché. C'est un État indépendant qui s'étend depuis le nord de l'actuel Benelux jusqu'aux Alpes. Et qui englobe aussi bien des terres francophones comme la Bourgogne elle-même, la Franche-Comté, que des terres rhénanes, des terres qui font d'ailleurs de Charles le Téméraire un feudataire du Saint-Empire romain germanique en ayant des possessions le long du Rhin, au nord de Cologne. C'est donc une vraie puissance qui fait de l'ombre aussi bien d'ailleurs au Saint-Empire qu'au Royaume de France, plus particulièrement au Royaume de France, bien entendu, puisque la Bourgogne, à l'origine, est un duché octroyé par Jean II à son fils Philippe le Hardi, qui est le fondateur de la dynastie des Valois de Bourgogne, dont Charles sera le dernier maillon. Et géopolitiquement, vous ajoutez à cela une union, plutôt une alliance qui est très circonstancielle et très variable dans les formes qu'elle prend avec le royaume d'Angleterre. Oui. Bien sûr, qui forme une union de revers avec le royaume de France. N'oublions pas que nous sommes encore dans les derniers feux de la guerre de 100 ans avec Charles le Téméraire. Mais l'histoire, la saga de la dynastie des Valois de Bourgogne est indissociable également de la guerre de 100 ans, bien entendu. Les 4 ducs de Bourgogne ont fait leur carrière, si j'ose dire, aussi en profitant des avantages que leur offrait la guerre de 100 ans. Et donc vous dites que c'est une vraie puissance, puissance donc militaire, politique, financière, intellectuelle également. Absolument. De toute façon, il suffit d'aller se promener aujourd'hui à Beaune, à Dijon, à Bruxelles, à Gand, Bruges, Liège, même si Liège n'a pas gardé forcément un très bon souvenir aussi, notamment de Charles, puisque les Liégeois, pas seulement eux d'ailleurs, les Gantois aussi ont pas mal souffert de leur esprit de rébellion vis-à-vis du duc. Mais aujourd'hui encore, il reste effectivement énormément d'édifices et d'œuvres d'art de cette grande épopée des Bourgognes, des Valois de Bourgogne, absolument. Et puissance économique également. Parce qu'intellectuel, c'est... On ne peut pas dire qu'on ait énormément, on ait gardé le souvenir d'un grand penseur, d'un grand philosophe qui était à la cour des ducs. Par contre, on a beaucoup d'artistes, parce qu'effectivement,
Charles, son père en particulier, plus encore d'ailleurs Philippe le Bon, était très épris d'art, de culture. Donc c'est une cour flamboyante, mais qui fait vraiment pièce à la cour de France. Ah, mais c'était même d'ailleurs considéré à l'époque comme la première cour d'Europe. La cour la plus puissante d'Europe. Certainement, et même indépendamment de la puissance, la plus fastueuse, la plus riche et la plus fastueuse. C'est d'ailleurs une des raisons qui feront que, par exemple, Charles ne réussira jamais, peut-être que je m'avance un peu, Charles n'obtiendra jamais le titre de roi des Romains, qui était un marchepied vers le titre d'empereur du Saint-Empire romain germanique. C'est parce que Charles, d'ailleurs comme son père Philippe le Bon avant lui, va se mettre à dos en fait, l'empereur Frédéric III par le faste, par le grandiose, la pompe dont il entoure chacune de ses visites, notamment une qui est très connue à Trèves, à laquelle va participer Frédéric III, qui devait être finalement, ça devait être la rencontre qui allait faire définitivement basculer la Bourgogne à l'est, dans le sens où Charles allait devenir roi des Romains, ce qui aurait permis à son fils de prétendre à la couronne d'empereur. Et Frédéric sera tellement ulcéré, Frédéric III sera tellement ulcéré par le déploiement de richesses des Bourguignons qu'il se sauvera de nuit, pour ne pas plus avoir à rencontrer Charles. Et alors, quelle est la capitale de la Bourgogne? C'est Dijon. C'est Dijon. C'est quand même Dijon, mais il est certain que si l'on regarde si on analyse la vie des 4 ducs de Bourgogne, Dijon est la capitale, mais c'est plus une capitale symbolique qu'une véritable capitale administrative. Si on doit trouver un vrai épicentre, c'est quand même plutôt Bruxelles. Plutôt Bruxelles. Alors, je disais, Charles naît en 1433. Il succède à son père en quelle année? Alors, officiellement, il succède en 1467, ce qui fait que son règne est relativement court, 1467, 1477, 10 ans. En fait, il prend plus ou moins la régence en devenant le lieutenant général des armées du duché en 1465. Son père est affaibli, malade. Philippe le Bon donc, voit que il n'est plus en mesure de gouverner. Il s'est également rapproché de son fils, puisque les deux ont été très longtemps en bisbille, en opposition, puisque Charles a passé plusieurs années en exil en Hollande pour ne plus avoir à voir son père. Ils se sont rapprochés, ils se sont réconciliés, et donc à partir de 1465, c'est vraiment Charles qui gouverne. Alors il y en a un autre qui était aussi fâché avec son père d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'est destins parallèles. Voilà, c'est les ados rebelles de l'époque. C'est Louis XI qui lui également va passer du temps en Bourgogne. Oui, parce que effectivement vous avez raison. Et d'ailleurs, Charles va se fâcher avec Philippe, son père, parce que Philippe va accueillir le dauphin Louis, donc le futur Louis XI, fils de Charles VII, qui est en guerre ouverte avec son père. Louis est très ambitieux, il n'a qu'une envie, il sait que son père est fatigué, son père n'en finit plus de mourir, et c'est pour ainsi dire. Charles VII. Voilà, Charles VII, c'est ça, l'ex-roi de Bourges. Et donc, à un moment, Louis est obligé de fuir le royaume de France pour échapper aux policiers que lui envoie son père. Et il va se réfugier à Genappe, qui est donc possession de son oncle Philippe. Et là, de 1461 à 1466, il va vivre pensionné par le duché de Bourgogne. Au départ, Philippe est un peu embarrassé par cette situation, mais comme il est lui-même en guerre avec Charles VII, parce qu'à ce moment-là, la Bourgogne est vraiment en guerre avec le royaume de France, il finit par y trouver son intérêt. Mais il faut savoir que Louis reste Louis, et durant les 6 ans où Louis va être chez les Bourguignons, il va tout faire pour monter Philippe contre Charles. Si bien que Charles va effectivement se retirer pour ne plus avoir à supporter
À tel point d'ailleurs que Philippe va faire des concessions territoriales à Louis, que Charles va s'empresser, une fois arrivé au pouvoir, de récupérer, c'est ça. De la même manière que Louis s'était en fait aussi fâché avec son père à cause de sa liaison avec Agnès Sorel. Il y avait et des raisons d'ordre familial et des raisons d'ordre politique. Pareil pour Charles et son père Philippe. C'est vrai que les deux hommes ont un destin, l'un ne va pas sans l'autre. Au niveau caractère, ils sont très très différents, les deux cousins. Alors, ils sont très différents parce que Louis est un être froid, réfléchi, méthodique, calculateur. L'universel aragne, tout le monde connaît son surnom. Tandis que Charles est un garçon qui est lui aussi très réfléchi, taciturne, mais qui s'emporte très vite. C'est un garçon qui... et il va le prouver lors de son règne, se laisse dévorer par son ambition et son orgueil. C'est quelqu'un qui est persuadé d'avoir effectivement un destin, une mission. Lui-même vit entouré de personnages mythologiques et se croit lui-même appelé à être un futur personnage mythologique, ce qu'il est plus ou moins devenu d'ailleurs, ce qui n'est pas du tout le cas de Louis. Louis est un bigot... superstitieux, qui vit le corps recouvert de breloques et d'amulettes, mais donc ça c'est le côté irrationnel du personnage, mais à côté de cela c'est un machiavélien dans l'âme, mais il le prouvera. Alors justement, vous parlez d'orgueil et d'ambition. Quelle est l'ambition de Charles ? Charles, il reprend tout simplement l'ambition qui était déjà celle de son père. On l'oublie souvent, mais le royaume de Lotharingie, l'idée ne vient pas... Enfin, pour répondre à votre question, Charles, son ambition, c'est de recréer finalement le royaume de Lotharingie. La Lotharingie qui correspond à la Lorraine. C'est la Lorraine, ma foi, du temps d'avant le découpage effectué par les enfants de Charlemagne. C'est-à-dire que c'est effectivement cette terre qui va de la mer du Nord aux Alpes, ce qu'on appelle aujourd'hui finalement la banane européenne. Oui. C'est-à-dire toute cette terre qui est entre Meuse et Rhin, qui s'arrête à peu près au Rhône, d'accord, ou qui peut se poursuivre d'ailleurs jusqu'au nord de l'Italie. Donc son ambition à lui, la première c'est celle-là, c'est de recréer un royaume. Alors on peut dire royaume de Bourgogne, royaume de Lotharingie. Les textes nous montrent que les termes peuvent varier. C'était pas si important que cela. Mais son ambition aussi à lui suprême, c'est de devenir, comme je vous le disais tout à l'heure, roi des Romains, ce qui ne lui permettrait probablement pas à lui-même, mais qui permettrait à son héritier de prétendre à devenir empereur du Saint-Empire romain germanique, sachant que cette élection se faisait, donc vous aviez des grands électeurs qui étaient largement soudoyés. On sait que François Ier a perdu contre Charles Quint parce qu'il n'a pas versé suffisamment d'argent pour être élu. Donc ça, c'était vraiment la grande ambition de Charles le Téméraire. Mais n'oublions pas qu'en fait, cette ambition, son père Philippe le Bon l'avait déjà. Le vrai, d'une certaine manière, le plus beau personnage de cette tétralogie, Philippe le Hardi, Jean sans peur, Philippe le Bon et Charles le Téméraire, que moi personnellement en privé je n'appelle que Charles le Hardi, puisqu'on y reviendra dessus. Philippe le Bon, c'est déjà lui qui a l'idée de se faire couronner. L'indépendance de la Bourgogne, de la Grande Bourgogne, c'est lui. Et Charles ne fait que reprendre cette idée. Alors justement, à propos des surnoms, votre livre porte pour titre Charles le Téméraire, mais il a eu plusieurs surnoms, le Travaillant, le Hardi, le Terrible, le Guerrier. Oui. Donc vous, c'est le Hardi ? En fait, c'est le Hardi comme l'était son aïeul, Philippe le Hardi, qui obtient d'ailleurs ce titre par sa participation à la bataille de Poitiers, en 1356, auprès de son père. C'est d'ailleurs là que l'histoire de la Bourgogne va se jouer, parce que Jean II donne en fait le duché à son fils Philippe, pour l'avoir soutenu et d'ailleurs avoir été fait prisonnier avec lui. Et c'est de là que c'est d'une défaite française que va démarrer l'histoire de la Bourgogne, cette histoire qui ne durera qu'un siècle, finalement. Et Charles reprend aussi ce titre à son compte. Et on l'a appelé Téméraire plus tard ? Alors c'est plus tard, en fait. C'est un... vous voyez bien, le Hardi, c'est plutôt valorisant. Le Téméraire, c'est un courage, un courage qui est mal employé. Ça confine à la folie.
La folie. En tous les cas, ça confine à la déraison. Le travailleur ou le travaillant, c'est pareil, ce n'était pas un compliment. D'accord. Parce qu'on considérait qu'un aristocrate se devait d'être oisif, ce qu'il n'était absolument pas. Le guerrier, oui. Bon, en l'occurrence, on en reparlera certainement aussi, mais oui, il a été hardi, ça n'en a pas fait malheureusement un grand vainqueur. Alors, autre titre que vous employez, c'est le terme de grand-duc d'Occident. Donc là, c'est un titre à la Raspail qui fait rêver. Ça, c'est vrai. Est-ce que ce titre a réellement existé? Alors, ce titre a existé. Il n'a été octroyé qu'à Charles et à son père, Philippe le Bon. Les sources authentiques manquent un peu, mais les historiens sont d'avis que ce titre, Philippe se l'est octroyé lui-même, après l'avoir entendu par des émissaires ottomans ou sarrasins. Ce terme, qui effectivement laisse à penser que ceux qui l'ont proféré viennent d'ailleurs que de l'Occident, Philippe l'aurait récupéré parce qu'il lui aurait plu, après que une délégation, je vous dis, Maroc, Empire ottoman, on ne sait pas trop, lui ait donné ce titre de grand-duc d'Occident. Grand-duc d'Occident. Qui ne pouvait que le flatter et lui plaire. Et qui rejoignait en tous les cas son objectif qui était de se faire couronner roi. Alors, donc vous parliez du grand rêve de reconstituer la Lotharingie, mais il y a la Lorraine, un petit duché, un petit hic. Que représente la Lorraine à l'époque? C'est puissant, c'est grand, c'est... Non, la Lorraine, ce n'est plus que le reliquat de ce qu'avait pu être la Lotharingie. C'est un duché qui est très morcelé, qui va néanmoins donc de la frontière luxembourgeoise actuelle jusqu'à la ligne bleue des Vosges, si vous voulez, mais qui est très morcelé, dont la capitale est Nancy. Mais c'est aussi un État c'est un duché qui est indépendant du Royaume de France et du Saint-Empire romain germanique, même si les ducs de Lorraine sont vassaux. En cas de Ils sont vassaux du Saint-Empire. Donc ce n'est plus une puissance à ce moment-là, mais ils vivent dans le souvenir de ce qui a été une puissance, effectivement, plutôt au Moyen-Âge. La Lorraine est hors du cadre de la guerre de 100 ans, par exemple. Mais effectivement, le problème pour Charles, c'est qu'entre ces terres par-delà et ces terres dans deçà, c'est-à-dire entre la Bourgogne historique, celle que nous connaissons finalement nous aujourd'hui, Franche-Comté, Bourgogne, Jura et autres, et ce qu'on appellera aujourd'hui le Benelux, eh bien il y a cette terre. Il y a la Lorraine au milieu. Cette terre qui se refuse à lui et qui l'empêche de faire la jonction et donc de créer une terre homogène. Et donc une partie de son action va consister à, si ce n'est à la conquérir dans un premier temps, à mettre dans sa poche le jeune duc René II, qui a 22 ans en 1473, quand une alliance, un protectorat est signé entre Charles et René, qui va faire que la Lorraine va devenir une sorte de... Oui, un protectorat, c'est-à-dire que c'est une autoroute. Et ce René II, on le décrit comme un personnage très beau, chevalier. René ? Oui. Alors, oui, absolument. Absolument, c'est un très, très beau jeune homme. C'est un Anjou. Une figure mythologique également. Oui, pour les Lorrains. Oui, bien sûr. Naturellement, pour les Lorrains. C'est un jeune homme fluet, blond, peau très blanche, yeux très clairs aussi. Pas chevalier, puisque en fait, il ne sera fait chevalier qu'à la bataille de Morat. Attendez. Oui, à la bataille de Morat. Mais il a quelque chose comme un héros arthurien. Il a quelque chose. C'est exactement ça. C'est exactement ça. D'ailleurs, quand on voit la Nancéide, qui est la grande histoire médiévale, la grande geste des ducs de Lorraine, on pourrait croire effectivement à une enluminure présentant un Gauvin ou un Yvain ou un Perceval. Vous avez tout à fait raison.
Alors, très différent physiquement, là aussi, de Charles. Oui, Charles, on sait, alors, on a ce portrait connu. Oui, c'est pas le plus flatteur, mais c'est pas le plus il flatteur, est déjà bon, dans sa phase descendante, là. Oui. Il y a un portrait aussi assez frappant, on le voit avec une espèce de barbe grisâtre, mal rasée. Oui. C'est assez surprenant pour un portrait de C'était un vœu qu'il avait fait. Ah oui. Après sa première défaite contre les Suisses à Grandson. Alors, on va en parler. Il ne se raserait plus tant qu'il n'aurait pas écrasé le Bernois. Ok. Et physiquement, on sait comment il était grand, petit. Oui, il n'était pas très grand. Il était trapu. Comme vous l'avez dit, il était très sportif. Donc il avait une vraie musculature. Il avait un teint assez basané, des cheveux très sombres, des yeux sombres également. Il a des ascendances portugaises. Portugaises, absolument, par sa mère, Isabelle de Portugal. En outre, il souffrait de quelques infirmités. Mais il était très soigné, très soigné, comme je vous disais, très, très physique aussi, très sportif, de taille moyenne. Voilà. Alors, je reviens sur votre livre, Charles le Téméraire et les Suisses. Oui. Alors, pourquoi les Suisses? Qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans? Alors, ils viennent là-dedans, ne serait-ce que parce que l'éditeur est suisse. Il fallait bien trouver. D'accord. Mais bon. Les Suisses sont en fait ce sont eux qui vont mettre à bas l'édifice patiemment construit par les Bourguignons depuis un siècle. Parce que le financier des opérations, c'est Louis XI, mais la force militaire qui, à 3 reprises, même à 4 reprises, va bousculer jusqu'à son trépas Charles, ce sont les Suisses. Derrière les Bernois. Vous voulez dire que Louis XI va se servir des Suisses pour affaiblir? Complètement. Okay. C'est d'ailleurs la méthode. Parce qu'ils se sont affrontés une seule fois. Une seule fois lorsque Louis est couronné roi. D'ailleurs, c'est Philippe le Bon, c'est le père de Charles qui pose la couronne sur le crâne. Lorsqu'il est fait roi, il y a rapidement une ligue du bien public, c'est-à-dire une fronde des grands nobles qui se dresse contre Louis XI et ses prétentions à déjà régner en monarque absolu. Et cette ligue est dirigée par Charles le Téméraire. Elle ne va pas durer longtemps, mars à octobre 1465, oui. Suffisamment longtemps pour que Louis prenne une grosse raclée à Montlhéry, face aux Suisses d'ailleurs, face à des soldats, des mercenaires, stipendiés, voilà, c'est ça, par la Ligue. Charles va récupérer les terres que Philippe avait négligemment cédées à Louis dans ces moments de maladie, la Picardie si vous voulez. Et donc Louis va comprendre 2 choses. Un, face à Charles, il ne faut pas qu'il se dresse, il ne faut pas qu'il envoie ses armées. Et 2, il a vu ce que valaient les Suisses, donc il a l'argent, il y a les Suisses. Les Suisses sont tout aussi inquiets de la puissance montante que représente la Bourgogne de Charles. Donc les deux vont s'associer. Marqueur présente la Suisse à l'époque, c'est pas le petit État paisible que l'on connaît aujourd'hui. Non, c'est au contraire un État. On ne peut pas parler d'un État. Ce sont 8 cantons. Le plus gros étant le canton de Berne. Genève, Lausanne, il faut oublier. On est très très loin encore de la Suisse. Ce sont donc les 8 cantons qui sont très majoritairement germanophones. Groupés autour des Alpes, et c'est Berne qui mène le bal, l'ours bernois qui domine. Ce sont des populations très rugueuses qui ont pour habitude, en dehors des saisons agricoles, d'envoyer des hommes se battre, à la fois pour assurer l'ordre public à l'intérieur des cantons et pour apporter des richesses. Ce sont des mercenaires et des pillards. Ce sont d'excellents soldats, d'excellents combattants. Mais la Suisse est également les cantons, on va dire les 8 cantons, plutôt que dire la Suisse à cette époque. Les 8 cantons ont également des prétentions d'hégémonie au centre des Alpes, et notamment d'hégémonie économique,
il lorgne à la fois sur la plaine du Rhin et sur l'Italie du Nord, via la Savoie, dont l'actuel canton de Vaud était propriété. Donc c'est un petit État turbulent, militaire, aproguin, qui est pauvre, mais qui aspire, via le commerce ou la guerre, à s'enrichir. Et qui voit d'un très mauvais œil l'arrivée de Charles le Téméraire à ses frontières via l'appropriation de l'Alsace, la Haute-Alsace. Alors, comment tout va s'enchaîner d'une manière fatale. Charles le Téméraire, donc, vous l'avez dit, fait accord avec René. Sigismond de... Alors, pardon. Oui, avec René, il devient le protecteur de René II. De la Lorraine. Donc là, le but étant effectivement de faire entrer la Lorraine dans la Bourgogne. Oui. Et alors, qu'est-ce qui va se passer pour que finalement tout se fracasse? Alors, c'est vraiment un enchaînement. Oui, c'est ça. On a l'impression que c'est presque soudain. D'un coup, c'est un jeu de domino. Exactement, c'est soudain et en même temps il y a quelque chose de tragique, mais au sens vraiment grec. On a vraiment l'impression que les dieux à un moment se retournent et tout s'emboîte, presque logiquement. Charles avait vraiment l'ambition d'ailleurs de faire de Nancy la capitale de son futur royaume, ou grand-duché, comme vous voulez. Donc ça n'aurait plus été Dijon. Charles va d'abord se met à dos René, alors que René était favorable, on le sait, à une entente. Comme un accord qui aurait été profitable aux deux. Charles prend l'enfant, comme il le surnomme, de haut. Et bien entendu, René s'en souviendra. Dans le même temps où Charles s'enfonce en Rhénanie pour soutenir un siège d'1 an autour de la petite ville de Neuss, pour une histoire vraiment de querelle, on peut presque dire de clocher, puisque ça fait intervenir l'évêque de Trèves. Il mène cette guerre, il va s'enliser pendant 1 an dans ce siège, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, comme il lorgne sur le Saint-Empire, il veut être présent. Et son orgueil fait qu'il n'y arrive pas, mais il reste sur place. Dans le même temps, ou à peu près dans le même temps, il a renfloué les dettes de Sigismond de Tyrol, à Habsbourg. Les Habsbourg sont originaires d'Argovie en Suisse, juste à côté de l'Alsace. D'accord ? De la même manière d'ailleurs que les ducs de Lorraine, les premiers ducs de Lorraine étaient alsaciens, maison d'Alsace. Charles renfloue Sigismond de Tyrol en lui rachetant la Haute-Alsace. Mais les Alsaciens le vivent mal, parce qu'il met en place un bailli, Peter von Hagenbach, Pierre d'Hagenbach, qui a des méthodes très autoritaires, qui vont très mal passer auprès des cités. L'Alsace, c'est une union de cités indépendantes, d'accord ? Bon, c'est pareil, elles sont dépendantes du Saint-Empire romain germanique, mais le Saint-Empire romain germanique, c'était très lâche, comme vous le savez, donc chacun vivait sa vie. Et travaille beaucoup avec les Suisses, Mulhouse faisant partie, à cette époque, des cantons, la Confédération, ce qu'on n'appelait pas encore la Confédération. Et les Suisses vont venir à l'aide des Alsaciens quand les Alsaciens vont se rebeller contre Hagenbach, au point d'ailleurs en 1414 de le décapiter. Et là, voyant cela, René va à son tour rompre avec Charles. Et Charles va devoir rentrer en urgence, remettre de l'ordre en Lorraine, remettre de l'ordre en Alsace et entrer en Suisse pour faire le ménage. Et c'est là que tout va s'effondrer. Et donc on a un enchaînement de 3 batailles. Oui. Non. En fait, il y en a 4. Donc on va arriver à la bataille de Granson. Ça se situe où, Granson ? Granson, ça se situe dans le canton de Vaud. L'actuel canton de Vaud. Ça se visite toujours. Vous avez le champ de bataille est toujours accessible. Il est délimité par des bornes et vous pouvez suivre très fidèlement le déroulé de la bataille. Comment elle se déroule? Au départ, Charles prend possession de la petite forteresse de Granson et il fait exécuter tous les gardes. Et c'est ce qui va mettre le feu aux poudres, vraiment.
Et la bataille se situe un peu plus à l'est. Vous avez une plaine qui est bordée par une forêt. Là, les Bourguignons, très, très sûrs de lui, Charles installe ses troupes. Et il envoie la cavalerie, les fameux piquiers suisses s'installent face à lui. Il envoie sa cavalerie qui ne parvient pas à enfoncer les carrés suisses. Et Charles croit bon de faire une fausse manœuvre de retrait, un petit peu à la manière finalement de la bataille de Cannes, vous savez, où le centre se replie en espérant que l'ennemi va se laisser aspirer. Sauf que, voyant cela, en fait, la troupe ne comprend pas et croit que Charles se sauve. Et là, ça va être la débandade, d'autant plus que les réserves suisses fondent depuis la forêt environnante en surplomb. Et ça va être la curée. La première curée, le 2 mars 1476. Des grosses pertes ? Pas énormément. Fuite et perdue. Mais pour le prestige de Charles, c'est effectivement une claque qui va lui laisser une marque pendant longtemps. D'ailleurs, il y a un historien, je crois, du 19e siècle qui a rimé avec les 3 batailles, donc Granson, où il perdit ses possessions. Ses possessions, c'est vrai. Et alors, vous parliez des piquets, vous parliez de la cavalerie. C'est là qu'il a perdu une grande partie de son trésor. Ah, il a perdu il a abandonné son trésor sur place. Ouais. Il fera pareil à Morat, remarquez bien la prochaine bataille dont on va parler, mais oui, dont une grande partie se trouve aujourd'hui. Vous en avez au musée de Berne. Au musée de Berne, vous avez de très très belles pièces du trésor personnel de Charles de Téméraire. Conservateur suisse. Donc un petit mot sur l'armée bourguignonne. Qu'est-ce qu'elle représente ? C'est une armée de qualité ? C'est une très belle armée. Qu'on peut considérer comme la première d'Europe occidentale, du moins dans ses effectifs, dans sa modernité, dans sa forme, dans ses moyens. Parce qu'on sait bien que Charles VII avait le premier signé un édit pour la création de compagnies d'ordonnance. Mais on sait aussi que ces armées-là n'étaient pas des armées vraiment permanentes. Une fois les opérations terminées, on renvoyait les soldats, ce qui fait que souvent ils se transformaient en écorcheurs, en routiers, et c'est à ce moment-là que ça dégénérait et qu'ils se livraient à toutes les exactions sur les populations, une fois que les guerres étaient terminées. Charles essaye au contraire de monter une armée permanente, donc de soldats, donc véritablement soldés, avec une très grande... Il adore, en fait, l'armée, il adore, c'est presque pour lui, c'est un plaisir pour lui que de passer ses troupes en revue, on ne fait pas de manœuvres, mais de voir quand même les exercices. Donc c'est une armée qui est très bien structurée, très forte, très riche, très richement dotée, notamment un parc d'artillerie, le premier de son époque. Oui. Mais elle a un talon d'Achille, c'est que c'est une armée qui ne tient finalement que par l'aura de Charles. Ce n'est pas une armée nationale. Contrairement, par exemple, les Suisses, ce n'est pas une armée nationale, mais ce sont des citoyens qui ont le sentiment très fort d'avoir des intérêts communs. Dans le cas de l'armée bourguignonne, ce sont des soldats qui viennent de toute l'Europe et qui servent un monarque. Et si ce monarque vient lui-même à faillir, c'est l'armée qui faillit. Et les qualités de chef militaire de Charles, est-ce que c'est un tacticien? Elles ne sont pas avérées. Oui. Elles ne sont pas avérées. À Granson, ma foi, c'était un garçon infiniment cultivé, grand lecteur nous le savons, grand lecteur de traités de tactique, stratégie. À cette époque-là, on ne faisait pas le distinguo. Donc, très connaisseur notamment des classiques grecs et romains, Végès, Frontin, César, Plutarque, Thucydide, très familier. On voit quand même qu'à Granson, il a essayé une manœuvre qui a échoué. Par la suite, que ce soit à Morat ou à Nancy, on n'est plus du tout chez un redoutable tacticien. Alors justement, Morat, où son cœur se brisa, oui. d'après
cet historien dont vous allez me rappeler le nom. Philippe de Vallière le cite. Maintenant, la paternité exacte, je ne la garantirai pas. D'accord. Donc, Morat. Donc là, c'est la bataille. Il y a une image célèbre. D'ailleurs, on le voit en fuite après. Oui, tableau de Burnand. Après Morat. Tableau de Burnand. Et comment ça se passe, Morat? Donc c'est une ville. C'est encore une petite forteresse au bord d'un lac. On n'est pas en Suisse pour rien. Et là, Charles est persuadé, donc il revient à la charge, il est persuadé que cette fois-ci les Suisses ne tiendront pas face à ce qu'il a appelé la haie verte, c'est-à-dire face à en fait, la ligne de front qui leur oppose, mixte d'artillerie, d'infanterie et de cavalerie. Sauf qu'il l'a mal situé, il l'a mal positionné, qu'il n'a pas envoyé d'hommes faire des reconnaissances et qu'en fait il va se faire déborder, tout simplement. Les Suisses vont attaquer, vont contourner la haie. Et là, ça va être la curée véritable. Granson n'aura pas été un massacre, Morat va être un véritable massacre. Parce que beaucoup de soldats bourguignons vont essayer de fuir en passant par le lac, ils vont se noyer, et les autres vont être massacrés. Les Suisses ne font pas de prisonniers. C'était une coutume à l'époque, comme vous le savez, c'était de rançonner les nobles, les riches, les aristocrates. Les Suisses ne s'embêtent même pas avec ça. D'ailleurs, c'est assez amusant, les Suisses vont, à Granson, quand ils tombent sur le trésor, ils vont se partager le trésor sans avoir vraiment conscience de l'infinie richesse qu'ils ont entre les mains. Tout simplement parce que ce sont des hommes bruts, on va dire rustres, qui viennent de leur montagne. Il y a vraiment deux conceptions de la guerre qui s'opposent à ce moment-là. Et puis qui ne savent même pas, à la limite, les trésors qu'ils ont dans les mains. Et à Morat, c'est un peu la même chose. Oui. Et là, on a aussi l'action du duc René II, qui, avec sa cavalerie, va porter les stockades à peu près au centre des lignes. Et d'ailleurs, c'est là qu'il va se faire adouber, à la veille de la bataille. Il va devenir chevalier à ce moment-là. Et donc, troisième grande... Et Charles, donc, est encore une fois obligé de fuir. Obligé de fuir. Troisième grande défaite, Nancy, où il perdit la vie cette fois-ci. Oui. Donc là, il est acculé à la ville, il est en même temps, il assiège la ville. C'est compliqué, effectivement. Là, c'est compliqué parce que... ça va se faire en plusieurs temps, dès lors que René II rompt avec son protecteur. René va reprendre pied à Nancy, va devoir repartir, les Bourguignons vont reprendre possession de la ville, etc. etc. Au moment où s'engage la bataille de Nancy, René II est reparti en Alsace et en Suisse pour lever des troupes, avec d'ailleurs l'argent de Louis XI, et Charles assiège Nancy, qui est repassée une nouvelle fois sous contrôle des Lorrains. Mais l'armée de Charles n'est plus que l'ombre d'elle-même, après les deux grandes saignées, enfin plutôt les deux grandes défaites, dont la saignée de Morat. Et Charles là, va se retrouver effectivement pris lui-même entre... alors, on ne va pas dire entre deux feux, parce que le Nancy assiégé va assister à la bataille. Mais ses troupes sont tournées vers la ville de Nancy, et René, lui, va arriver par le sud, par les Vosges. Et Charles va encore une fois commettre des erreurs si vous voulez, c'est pas l'heure de faire un cours de tactique, mais encore une fois, il va mal positionner son artillerie, il ne va pas, trop sûr de lui ou trop désespéré peut-être, il ne va pas envoyer d'équipe de reconnaissance, il se positionne au sud de Nancy, à un endroit où en fait la vue du sud lui est masquée, et par un village et par des forêts. Si bien que René II aura beau jeu avec ses forces, qui sont très majoritairement suisses, donc, strasbourgeois aussi, mais très majoritairement suisses, et puis lorrains, de contourner par l'ouest cette fois la ligne bourguignonne et de ruer par le haut. Et donc, il va tout emporter en quelques heures, et Charles va se battre comme un beau diable.
mais à la fin de la journée, il va être acculé au bord de l'étang Saint-Jean, qui à l'époque était donc sous les murailles, et être, on ne sait pas avec certitude qui l'a abattu, mais il va être percé de plusieurs coups de lance. Que de hallebarde, oui. Donc là, effectivement, c'est la fin du rêve et du règne. Et va se développer assez rapidement. Une mémoire très négative, souvent, comme on peut le voir en France, et tout simplement, même dans les manuels scolaires, il y a encore quelques années. Oui, parce que, bien sûr, Louis XI ne va faire que attiser pas attiser, mais disons, il va entretenir cette image négative. Et puis, après, la République va reprendre effectivement cette image, même si d'ailleurs Walter Scott va en faire un personnage. Non, parce que Walter Scott n'en fait pas non plus un très beau personnage dans son roman. Il incarne la figure du traître. Ce qui est un non-sens. Non, c'est un non-sens parce que là, nous n'avons pas le temps de développer, mais la saga des Bourguignons, la saga des Valois de Bourgogne, c'est effectivement celle d'une indépendantisation progressive, d'accord, d'une émancipation progressive de terre, du royaume de France. On n'est pas dans le cadre d'un État-nation, et en plus on est dans le cadre d'un État qui contient des terres qui ne sont pas vassales du royaume de France. Dès Philippe le Hardi, dès le mariage qu'il contracte, il acquiert des terres qui sont hors du royaume de France, plus au nord, ce qui est l'actuel les Pays-Bas si vous voulez, et qui sont par contre qui ont des comptes à rendre au Saint-Empire romain germanique. Donc c'est un non-sens, mais dans l'image effectivement républicaine, jacobine, stato-nationale, ou même avant cela, dans l'idée de la monarchie absolue, Charles le Téméraire fait figure effectivement de félon, de traître, d'ennemi. Et on va lui donner le nom de Téméraire donc bien après. Oui, c'est ça. Il faudra quelques siècles pour que effectivement ça s'ancre, mais c'est au XVIIIe siècle que ça va commencer que ça va s'ancrer dans les mémoires et qu'on va l'appeler ainsi. Oui. Alors, est-ce que c'est vraiment la fin de la Bourgogne telle qu'il la rêvait, elle va être absorbée par le royaume de France en combien de temps? C'est-à-dire, oui, elle va être à la mort de Louis XI, en 1483, oui, c'est ça. La Bourgogne va être rattachée au royaume par le mariage de Marie d'Autriche-Bourgogne, la petite fille de Charles Quint, avec un héritier de Louis. Donc là, la Bourgogne, à ce moment-là, effectivement, va rentrer dans le giron, une partie va rentrer dans le giron français. Mais entre-temps, Marie de Bourgogne, la fille de Charles, va épouser Maximilien, l'archiduc d'Autriche, fils de l'empereur. Quel empereur s'était souvent refusé à Charles, mais là, va quand même ouvrir les bras à Marie. Et Marie va devenir archiduchesse d'Autriche. Et à ce moment-là, la Bourgogne va perdurer. C'est plutôt, je dirais, à travers la croix de Saint-André, c'est plutôt le rêve bourguignon qui va durer, même si une partie, bien sûr, donc de la Bourgogne, la Franche-Comté, vont rester habsbourgeois. On devait rester autrichien. D'ailleurs, ce qui explique qu'en Franche-Comté, les couleurs soient noir et or aujourd'hui, encore, ce qui sont les couleurs autrichiennes. Et concernant Charles, donc on dit que son corps a été récupéré. Oui. Son tombeau officiel est à Bruges, je crois. Le tombeau officiel est à Bruges. Qu'en est-il aurait été? Est-ce que son corps a vraiment été retrouvé ou est-ce qu'il y a une légende qui s'est construite? Alors, son corps a bien été retrouvé. 2 jours après sa mort, on fait venir René au bord de cet étang. Et il est identifié. Son corps est mutilé, son visage est fendu en 2. On le reconnaîtra à un ongle incarné. Et au fait qu'il avait des mains très soignées, des ongles très longs et pointus. Oui. Ouais. On va le reconnaître à cela. Un page d'origine italienne va l'identifier. Il est ramené à Nancy après toute une cérémonie, toute une pompe funèbre durant laquelle René II va rendre hommage
faut le souligner ça à Charles. Charles est enterré à Nancy, à la collégiale Saint-Georges, avec un de ses meilleurs amis et un de ses conseillers, un chevalier de sa garde rapprochée, qui s'appelait Guillaume de Rubempré. Et ce n'est que 70 ans plus tard que Charles Quint, 1550, donc oui, c'est ça, 3/4 de siècle après, que Charles Quint va obtenir de pouvoir exhumer le corps pour le rapatrier à Bruges, en terre donc impériale. Sauf qu'on sait aujourd'hui qu'effectivement, les corps étaient mélangés 70 ans plus tard en grand état de putréfaction. Donc on sait aujourd'hui qu'en plus le tombeau s'était affaissé. Donc plus personne ne croit aujourd'hui qu'il y a les restes de Charles à la cathédrale de Bruges. La collégiale a depuis été détruite par Stanislas, roi de Pologne devenu duc de Lorraine, le beau-père de Louis XV. Et moi je suis de ceux qui sont bien persuadés que les restes infime de Charles se trouve toujours sous le parterre de fleurs qui est aujourd'hui à la place de l'ancienne collégiale Saint-Georges, au centre de Nancy, à 2 pas de la statue équestre de René II. Voilà, que je vous invite à venir visiter. Et à Nancy, il y a toujours une croix à l'endroit où... Ah, c'est plus une croix, vous avez un magnifique monument qui date de, si ma mémoire est bonne, de 1926. Il y a toujours eu effectivement une croix. L'étang a été depuis asséché. Vous êtes aujourd'hui dans un quartier nancéen, près de la gare. D'ailleurs, vous avez le quai de la Bataille qui longe. Mais vous avez un très très beau monument art déco qui rend hommage aussi bien aux bourguignons colorins. Vous avez aussi dans le vieux centre-ville, dans la grande rue, à l'endroit, enfin devant la maison où le corps de Charles fut recueilli et nettoyé, un marquage 1477 en pavé, une mosaïque si vous voulez, sur le trottoir en pavage qui rappelle également que de l'étang de Saint-Jean à cette maison, le corps de Charles avait été déplacé. Bien, merci Laurent Chang pour cet entretien et cette réhabilitation de Charles, de Charles le Téméraire. Ça valait le coup. J'ai beau être lorrain, je l'assume. Non, mais et puis je rappelle donc votre ouvrage Charles le Téméraire, plein de jolis petits ouvrages, mais très bien fait avec plein de jolies petites illustrations. Et très très rapidement, on s'aperçoit que jusqu'en 1917 il y a des représentations encore. Je vois une représentation de la bataille de Morat. Ah, mais pour les Suisses, c'est très important. Pour les Suisses, ce sont des batailles fondatrices de l'identité suisse, avec Zempar et Morgarten, qui sont des batailles plus anciennes. Morat et Granson sont des batailles très importantes. On n'a malheureusement pas le temps de parler de la Suisse, vous reviendrez pour en parler. Avec plaisir. En attendant, vous allez retrouver Christopher Lann et la petite histoire. Vous n'oubliez pas, bien sûr, de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci et à bientôt. Bienvenue dans la petite histoire. Pour cet épisode, on va parler d'une bataille. J'aime bien quand on parle des batailles, au moins il se passe quelque chose, il y a de l'action, et là en l'occurrence c'est important puisqu'il s'agit de la bataille de Castillon, 1453, qui a fait perdre la Guyenne, c'est-à-dire la région actuelle de Bordeaux, aux Anglais, et qui a mis un terme, militairement parlant, à la guerre de 100 ans. Vous avez vu, en plus, on brise de l'anglois, alors ça vaut le coup. Allons-y. Donc, bataille de Castillon, 453. Que s'est-il passé juste avant, puisqu'il faut remettre dans le contexte encore une fois, la France a presque été intégralement libérée de l'occupation anglaise. Ce, depuis l'arrivée miraculeuse, providentielle de Jeanne d'Arc. Ceux qui ont suivi mon cours savent de quoi je parle, et ceux qui ne l'ont pas encore suivi,
Eh bien, je vous mets un petit lien ici, voilà. Le roi de France, Charles VII, a fait la paix avec les Bourguignons, ça c'est déjà une très bonne chose. Paris a été repris, et la Normandie aussi, suite à la célèbre bataille de Formigny en 1450. Il ne restait aux Anglais sur le continent que Calais, bon, ça c'est pas très important, et la Guyenne, je l'ai dit, c'est la région de l'actuelle Aquitaine. La Guyenne avait pourtant déjà été réoccupée par les Français après la prise de Bordeaux en 1451, donc 2 ans plus tôt. Et la guerre de 100 ans, ma foi, aurait pu s'arrêter ici. Mais les Bordelais, vous connaissez les Bordelais, hein, ils se sont vite accoquinés avec les Anglais suite à cette occupation, et ils se sont vite lassés de la présence française, puisque les Anglais ménageaient leurs droits communaux, leur autonomie, et leur acheter du vin, hein, on va pas se mentir. Donc, les Bordelais, mécontents que la France ait récupéré la Guyenne, se sont mis en catimini à négocier avec les Anglais, à faire revenir les Anglais et sont entrés en révolte. Le roi d'Angleterre Henri VI va donc répondre à leur demande et envoyer un corps expéditionnaire de 3000 hommes commandé par John Talbot, le même John Talbot dont on a parlé pour le siège d'Orléans. Sauf que là, il est vieux, hein, il a 80 balais le mec. Face à cela, Charles VII va envoyer lui aussi une armée puissante, forte d'au moins 8000 hommes, renforcée par des cavaliers bretons et des francs archers qui sont des soldats de métier, c'est une innovation de l'époque. Et surtout une puissante artillerie de 300 canons commandée par Jean Bureau. Et ça aussi, l'artillerie, c'est une autre innovation de l'époque, puisqu'avant, l'artillerie était surtout utilisée pour les sièges, et là, Charles VII, ce qu'il a à sa disposition, c'est une véritable artillerie de campagne. Donc l'armée française va entrer en Guyenne, elle va mettre le siège devant la ville de Castillon, et installer un camp retranché, un peu en retrait, où l'artillerie va être minutieusement positionnée. Les Castillonnais qui subissent le siège des Français vont appeler les Anglais, vont prévenir Talbot. Talbot va donc décider de répondre à leur demande et il va envoyer une armée de 6000 hommes renforcés par des Gascons. Lorsque les Anglais arrivent à Castillon, les Français qui sont en train de mettre le siège devant la ville vont se replier vers le camp retranché. Les Anglais arrivent, les Castillonnais leur disent « Bah voilà, les Français se sont repliés », donc Talbot suppose que les Français sont en train de battre en retraite et il pense que c'est le bon moment pour les attaquer, pour se lancer à leur poursuite. Il décide donc de se lancer à leur poursuite sans attendre son artillerie qui était empêtrée dans des chemins boueux. Il se lance à la poursuite des Français, et lorsqu'il les rencontre, nous y arrivons, c'est la bataille de Castillon qui commence. Nous sommes le 17 juillet 1453. Alors il n'y a pas de témoins directs qui ont rapporté cette bataille, c'est pourquoi il faut prendre tous ces faits avec des pincettes. Néanmoins, ce qui est sûr, c'est que les Anglais, une fois qu'ils sont arrivés dans la plaine de la Colle, à proximité du camp retranché des Français, ont été accueillis par un feu nourri d'artillerie. Alors ça a été une surprise totale pour eux. Ils arrivent, ils savent pas à quoi s'attendre, ils pensent se retrouver face à des Français en fuite, et là, boum! Les Anglais sont totalement déboussolés, ils font descendre leurs cavaliers pour éviter que les chevaux soient tués sous eux, et ils lancent tout de même plusieurs offensives. Malgré l'artillerie, les Anglais font quand même preuve de détermination, ils lancent plusieurs assauts qui sont tous repoussés. Et au bout d'un moment, les Bretons, qui étaient en soutien des Français et qui étaient à l'arrière, vont décider de rejoindre les Français, et là on ouvre les portes du camp, et l'assaut est donné sur les Anglois. L'attaque est puissante, soutenue auparavant par l'artillerie, donc autant vous dire que les Anglais sont totalement éparpillés, désorganisés, c'est la panique et ils se mettent déjà à battre en retraite et à fuir. Les Anglais s'enfuient donc, certains vont jusqu'à se noyer en masse dans la Dordogne et d'autres se replient dans Castillon. C'est une victoire totale pour les Français, une victoire décisive. Le bilan côté français il est léger, une centaine de tués et blessés. Et côté anglais, 3 à 4 000 pertes. Des pertes, c'est-à-dire les tués, les blessés et les prisonniers compris. Durant cette bataille, John Talbot, je vous l'ai dit, qui avait 80 ans, qui est resté sur son cheval, a été tué lui aussi, parce que depuis sa capture, il n'avait plus le droit de porter d'armes et de porter de signes distinctifs de sa fonction. C'est pourquoi il a été pris pour un simple soldat et il a été abattu comme un autre. 2 jours plus tard, les Français mettent le siège devant Castillon et la ville tombe, donc on récupère pas mal de prisonniers, les Anglais qui s'étaient repliés sur Castillon. Et ensuite vient le tour de Bordeaux, les Français continuent leur avancée, mettent le siège devant Bordeaux et la ville se rend sans combattre le 14 octobre 1453. Et voilà, c'est fait, les Anglais sont rejetés à la mer, définitivement, bon débarras, et la Guyenne redevient française et le restera. Je l'ai dit, c'est la victoire qui clôt militairement parlant la guerre de 100 ans, mais cette victoire,
qui va intervenir quelques semaines seulement après la chute de Constantinople, n'aura pas eu un retentissement digne des grandes défaites de Crécy ou d'Azincourt. Néanmoins, grâce à cette victoire française décisive, eh bien, la guerre de 100 ans est pratiquement terminée. Les Anglais ne possèdent plus sur le continent que Calais. Et Calais tombera un siècle plus tard, en 1558. C'est une grande victoire française, Castillon. Ce sont des noms à retenir, puisqu'à l'école, aujourd'hui, on nous parle de Crécy, d'Azincourt, de Poitiers, 3 grandes défaites, et puis sans parler des défaites ultérieures. Mais là, concernant cette période de la guerre de 100 ans, c'est vraiment Crécy, Poitiers, Azincourt. Et on ne parle jamais de Patay, de Castillon, de Formigny, de toutes ces victoires françaises qui sont venues finalement clore la guerre de 100 ans à notre avantage. Qu'on l'a quand même gagné cette guerre. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez mieux compris comment s'est terminée militairement la guerre de 100 ans grâce à cette victoire décisive des Français à Castillon.